Non, c'est pas ça. Non, c'était où? Vous me dites quand je démarre. Hein. Bonjour, bienvenue. Je suis Philippe Segretin, membre du Conseil des semaines sociales. Nous sommes 173, nous étions 173 hier soir inscrits à cet atelier. Je vois qu'à cette heure matinale, nous ne sommes pour l'instant que 54 en ligne, mais je vois que ça monte rapidement. Cet atelier a un titre qui est déjà tout un programme, la citoyenneté dont nous rêvons. Le rêve, démarche assumée par les semaines sociales, mais appliquée à un sujet très concret. Et hier, nous avons pu entendre combien nos différents intervenants ont tous manié la tension entre le rêve et la réalité, l'espérance et le quotidien. Eh bien, c'est dans ce type de tension qu'il va falloir entrer autour du rêve, autour de la citoyenneté. Alors, nous allons commencer par entendre un expert, Jean-Marie Colombani, qui vous sera présenté par Marie-Noëlle Sicard, membre du Conseil des semaines sociales, qui co-anime cet atelier avec moi. Une intervention de 20 minutes qui sera suivie de 3 témoignages de 10 minutes, Paul Colrat, Philippe Deroux et Jeanne-Emmanuel Hutin. Je vous les présenterai les témoins. Il sera alors 10 heures et après une courte pause, vous repartirez en sous-groupe grâce à la compétence de notre animateur technique, Philippe Delrive, sous-groupe dans lequel vous allez vous présenter chacun et puis dire votre rêve pour une citoyenneté vivante, rêves qui seront remis en commun et vous aurez à vous prononcer sur des propositions très concrètes. Je vous propose donc de démarrer et Marie-Noëlle va nous présenter Jean-Marie Colombani qui interviendra ensuite. Non, c'est dans le vidéo. Oui, c'est enregistré. Oui. Non. Ça y est. Bonjour. Bonjour à tous. J'ai le plaisir et le grand honneur d'introduire pour l'atelier citoyenneté Jean-Marie Colombani, qui est un journaliste que vous connaissez sûrement tous. Il sera notre expert pour l'atelier. Son parcours est très intéressant car il a rejoint Le Monde comme rédacteur en chef en 1990, dirigé le journal Le Monde de 1994 à 2007. En dehors de tout cela, c'est un essayiste. Il a écrit beaucoup de livres très intéressants. Et tout récemment, il a fondé le site qui s'appelle Slate, S-L-A-T-E, qui est consulté surtout par un public jeune, moins de 30 ans, et qui produit, donc Jean-Marie dirige ce site, des analyses et des commentaires de l'actualité et des podcasts chaque week-end. En dehors de cela, il parle sur Radio Classique avec Alain Frachon pour les questions internationales.
le jeudi après-midi sur France 24 pour des questions beaucoup plus de politique intérieure. Et c'est une personnalité, comme vous le voyez, qui est très en phase avec l'actualité. Et par rapport à notre sujet, je pense qu'il va nous apporter un regard très riche et un éclairage qui pourra nous permettre d'avoir des éléments pour débattre dans nos ateliers. Voilà, je passe la parole maintenant à Jean-Marie, donc qui va vous faire son exposé d'expert. Merci Marie-Noël, et merci à vous tous de m'avoir invité. Je ne suis pas sûr de mériter la qualité ou le qualificatif d'expert, et donc vous serez peut-être un peu déçus aussi par le caractère peut-être un peu touffu ou confus ou non organisé de ce que je vais vous dire, parce que je me suis contenté sur un sujet aussi vaste, qui est la relation à la citoyenneté désirable. C'est un immense sujet, et il est évidemment très difficile d'y répondre, de faire quelques remarques simplement. Par rapport à une question aussi vaste. Alors, de quelque côté qu'on se tourne aujourd'hui, lecture, journaux, radio, télévision, peu importe, on nous dit que nous traversons une phase de fatigue de la démocratie est fatiguée. Il n'y a pas de diagnostic qui ne soit pas aujourd'hui alarmiste et anxiogène. Alors, il y a une crise de la représentation, il y a une citoyenneté qui est oubliée et qui disparaît un petit peu dans les sables, il y a un pays qu'on nous décrit comme archipélisé. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, le Parlement discutait du séparatisme dans la société française, et il y a d'ailleurs une loi qui a été votée contre le séparatisme. Et on baigne dans une atmosphère qui est une atmosphère de défiance généralisée vis-à-vis des pouvoirs, pas seulement d'ailleurs du pouvoir politique, mais du pouvoir médiatique et d'autres pouvoirs installés, principalement bien sûr du pouvoir politique, mais pas seulement. Donc voilà le contexte. Et dans ce contexte, eh bien, comment rester citoyen ou comment défendre la citoyenneté, c'est évidemment une difficulté majeure. Je vais simplement au départ faire une remarque générale. Dans le général, parce qu'il est toujours intéressant de savoir où nous sommes, où nous en sommes et où nous nous situons dans l'histoire. On est dans un moment où tout est en mouvement. On passe d'une société qui était une société industrielle à une société qui va être dominée par la révolution numérique. Et donc, ce que j'ai regardé ou ce que je regarde volontiers, pour essayer d'avoir quelques points de repère, c'est le même type de passage qu'il y a eu entre le 19e et le 20e siècle, où il y avait une société à dominante agraire et qui est passée à la société industrielle. Et si on regarde le moment où ce tournant s'opère, on s'aperçoit que là encore tout est en mouvement, que apparaissent de nouveaux modes d'organisation. Ce sont les partis de masse et les syndicats de masse d'ailleurs qui vont structurer le paysage de cette société industrielle. C'est une période où tous les équilibres géopolitiques sont remis en cause, remis en question. Et d'ailleurs, pour régler ces problèmes de déséquilibre, il y aura une guerre mondiale, donc la première guerre mondiale. Et donc, voilà, il faut faire attention dans ce genre de période parce qu'on peut très bien déboucher sur des situations de tension qui débouchent sur la guerre. Et à l'intérieur du corps social, il y avait des réactions au sentiment d'angoisse et de peur qui dominait parce qu'on passait encore une fois d'une société à une autre. On connaissait la société d'où l'on venait, mais on n'apercevait absolument pas les grands contours de la société dans laquelle on entrait, sinon qu'on en voyait le côté anxiogène. Et donc, les manifestations de protestation, au fond, de cette société, ça a été en France le boulangisme, et ça a été d'une façon un peu plus générale une très grande vague d'antisémitisme, donc qui était liée aussi à ces bouleversements. Et aujourd'hui, donc, il faut bien avoir en tête que la révolution numérique, c'est une révolution en profondeur, qu'elle rompt même avec ce à quoi nous sommes habitués, c'est-à-dire la pensée logique. Et donc, on nous parle aujourd'hui de désindustrialisation, on nous parle à l'inverse d'une société qui s'est structurée autour de la consommation, du tourisme, des loisirs. On nous dit que notre paysage urbain est en train de changer. Vous savez, on parle aujourd'hui du périurbain. Il y a des formes de syncrétisme à la fois spirituel et religieux qui apparaissent. Il y a, bref, une sorte d'insécurité générale qui nourrit une tentation de repli et une tentation du repli sur soi, donc d'une réaction purement individualiste. Et donc,
on sait, la démocratie représentative, on sait ce qu'elle est, on sait qu'on en a bien profité. Elle est aujourd'hui affaiblie, remise en cause, mais on ne sait pas du tout vers quoi l'on va. Est-ce qu'on va vers de nouvelles formes de démocratie? Est-ce que ce que l'on appelle aujourd'hui la démocratie dite d'opinion, est-ce que ce sera plus ou moins démocratique que ce que nous connaissons aujourd'hui? C'est une des interrogations majeures que l'on peut avoir aujourd'hui. Et donc, dans tout cela, eh bien, vous avez l'abstention qui a gagné la vie publique, une abstention très, très angoissante parce que très importante. Vous avez des partis politiques qui sont vidés au fond de leur substance. Regardez ce qui se passe aujourd'hui chez les Républicains. À force de recrutement, de campagne de recrutement, ils sont arrivés péniblement à 150 000 adhérents pour pouvoir voter. Mais 150 000 adhérents, il y a ne serait-ce que 10-15 ans, c'était évidemment très inférieur à la norme. Et je ne parle pas des autres partis qui se sont là encore aussi vidés de leurs adhérents. Les syndicats aussi, les syndicats qui jouent pourtant un rôle essentiel et qui sont de moins en moins qui ont de moins en moins d'adhérents là aussi et qui sont dans cette même difficulté. Et vous avez donc en même temps s'est installée une nouvelle réalité religieuse aussi, puisque l'islam est devenu la deuxième religion du pays, et que cette évolution-là masque un autre phénomène qui est agi en profondeur, qui est le développement d'un fort courant évangélique dans nos pays. Donc on passe d'un système qui était organisé autour des activités de production à un système qui est centré aujourd'hui sur le développement du numérique et où en France, consommation, tourisme, loisirs se taille la part de lion. Alors, évidemment, dans un contexte pareil, comment se reconnaître dans les formes traditionnelles de militance où les citoyens peuvent se retrouver et agir? Comment se reconnaître dans ces formes traditionnelles? Hier, à l'usine, il y avait avec l'usine un imaginaire, des codes, des solidarités, des codes militants, mais aujourd'hui, ces anciennes formes passent à côté de la réalité. Exemple, les Gilets jaunes, qui ne se reconnaissaient dans aucune organisation existante. Quand vous avez aujourd'hui un codeur dans un système informatique, le cariste sur sa plateforme de vente d'e-commerce, le chauffeur Uber ou bien la vendeuse dans une galerie commerciale, vous avez là les nouveaux visages des classes dites populaires et vous avez des gens qui ne sont pas représentés parce que les formes traditionnelles d'organisation des citoyens sont des formes qui privilégient les statuts existants et des statuts qui sont aujourd'hui remis en cause par l'évolution de nos sociétés. Et donc, la première conséquence que je vois, c'est que dans des syndicats amoindris en nombre, des partis amoindris aussi, donc ils sont repliés sur des noyaux militants. Les noyaux militants durs sont les gens les plus radicaux. Et donc, vous avez là une explication de ce que il y a aujourd'hui dans le débat public, c'est-à-dire on a l'impression qu'il y a une forme d'aspiration à la radicalité, une prime à la radicalité. Ça vient du fait aussi que cette radicalisation, elle est aussi la conséquence du fait que les organisations qui auparavant accueillaient les citoyens sont aujourd'hui des organisations où il y a très peu de monde. Et donc, c'est aussi cela qui fait que sont réapparues dans nos sociétés des formes de violence. Les manifestations qui sont traditionnelles en France, il y en a eu récemment les ZAD, vous vous souvenez de ce qui s'est passé autour des ZAD, la loi travail sous le quinquennat de François Hollande, la réforme des retraites sous celui d'Emmanuel Macron. À chaque fois, vous avez des groupes ultra-violents qui viennent perturber les manifestations et qui installent à nouveau en France une forme de violence politique qui fait douter, là encore, de l'idée que l'on peut se faire de la citoyenneté. Et alors, dans tout ce tumulte qui est le nôtre aujourd'hui, vous avez une sorte de bruit de fond permanent. Et le bruit de fond permanent, il est entretenu évidemment par les réseaux sociaux, mais il est aussi entretenu par les chaînes d'information. Et donc, s'est installé aussi avec ce phénomène l'idée que l'on a au fond un droit absolu à dire ce que l'on veut, ce que l'on a envie de dire sur le moment. Et ça débouche sur l'idée que toutes les paroles se valent. Voilà, tout est nivelé au fond, et tout est nivelé un petit peu par le bas.
Et donc, il y a aussi une prime à l'outrance verbale, à la violence verbale. Et il ne faut jamais oublier que la violence verbale nourrit, in fine, en bout de chaîne, la violence tout court. Et donc, tout ça, évidemment, nous éloigne d'une conception de la citoyenneté à laquelle on pourrait rêver et à laquelle on pourrait adhérer. Alors, je vais vous dire aussi quelques mots de la jeunesse, parce que c'est au fond là que ça se joue. La citoyenneté de demain ou la citoyenneté désirable, elle concerne principalement les jeunes, ceux qui vont prendre les commandes ou qui sont en voie de les prendre. Et donc, il faut tout de suite remarquer que les jeunes sont aux avant-postes, j'allais dire, du parti de l'abstention, aux avant-postes d'une pratique démocratique qui est en baisse. Quand vous avez aux dernières élections régionales en France un taux d'abstention vertigineux d'ailleurs, de presque 68%, chez les moins de 25 ans, c'est 84%. Donc on voit vraiment qu'il y a un éloignement. Et l'IFOP a calculé récemment que 6 jeunes sur 10 en France votent par intermittence. Et donc ils sont assez apparemment détachés des enjeux de citoyenneté. Alors la défiance vis-à-vis des politiques explique évidemment cette sorte d'apathie. Mais surtout, il y a une part de la jeunesse, et ça, je pense qu'il faut y regarder à deux fois parce que c'est vraiment un aspect, pour le coup, inquiétant. Une bonne partie de la jeunesse ne croit plus à la démocratie représentative telle qu'on la connaît. Il ne croit plus trop à la démocratie, au fond, comme forme d'organisation de la vie citoyenne. Et donc ça, je pense, c'est un terrain où il faudra essayer de reconquérir cette jeunesse sur ce terrain-là, parce que c'est évidemment très dangereux. Il y a un doute qui existe aujourd'hui, qui se nourrit du fait qu'on met en cause, au fond, même le principe de la représentativité. Et c'est ce qui explique qu'une partie de cette jeunesse soit tentée par plus de radicalité. Et encore une fois, la radicalité peut déboucher sur la violence. Alors, face à ça, il y a deux phénomènes qui peuvent corriger un petit peu ce tableau un peu sombre, et qui sont à la fois des phénomènes qui concernent, qui sont des réactions individuelles, et puis il y a aussi des réactions plus collectives. D'une façon générale, dans la jeunesse aujourd'hui, mais pas seulement dans la jeunesse, il y a une appétence pour ce que l'on appelle la démocratie participative, c'est-à-dire l'aspiration à une décision qui soit co-construite avec les citoyens et non plus seulement avec les représentants. Alors c'est une défiance vis-à-vis des représentants, mais c'est aussi en positif une aspiration à, au fond, prendre sa part des choix de la société. Alors il peut entrer dans cela une part de mirage de la démocratie directe, parce que ce qui est vrai à l'échelon d'un canton suisse n'est pas nécessairement vrai à l'échelon d'un pays de 70 millions ou presque d'habitants. Mais en tout cas, le phénomène central, c'est que de plus en plus de jeunes ont de plus en plus de mal à accepter qu'un autre que soi-même parle en son nom. Donc l'abstention étant le premier parti de la jeunesse, c'est parce que précisément on n'accepte plus que d'autres parlent en notre nom. Et donc on voudrait pouvoir avoir soi-même les clés de la décision. Ça conduit une partie des jeunes et une moindre partie des adultes à considérer que on n'a pas besoin d'un parlement finalement, on a besoin d'un chef, voilà, d'un chef qui fasse autorité, etc. Donc ça c'est un petit peu la négation du rôle que peuvent jouer les citoyens, parce que le pouvoir serait accaparé par un seul. C'est une tentation autoritariste, mais qui existe dans d'autres pays en Europe et qui existe aussi en France, qui est en train aussi de s'installer en France. Donc, dans le cadre d'une forme de recherche, au fond, d'une nouvelle légitimité. Et en tout état de cause, dans un contexte pareil, l'intérêt général devient très difficile à appréhender. Alors, il y a deux types de réactions. Donc, des réactions plus individuelles, c'est que beaucoup sont à la recherche de formes d'engagement qui ne soient pas encadrées et qui soient plus individuelles, où on soit plus autonome. Et on agit au fond de plus en plus au nom d'un individualisme qui se veut radical, puisqu'on est soi-même plus tenté par des solutions radicales. Ça, au fond, c'est la réaction individuelle. Il y a aussi des réactions plus collectives. Et moi, ce qui me frappe toujours, c'est qu'en France, dans le contexte que je viens d'énoncer, qui est un peu sombre,
dans ce contexte-là, il y a aussi une part de la vie démocratique qui échappe au regard la plupart du temps et qui est phénoménale parce qu'il n'y a pas pays plus riche en associations que la France. Et donc là où les Français s'engagent, là où ils recherchent leur citoyenneté, c'est dans des associations. Et les associations, elles sont multiformes, elles couvrent à peu près tous les champs de la vie collective. Alors, il y a un côté pile et un côté face. Le côté pile, c'est que ce sont des intérêts très particuliers qui sont mis en avant. Vous achetez une résidence secondaire dans une petite île bretonne, on vous annonce qu'on va mettre des éoliennes pour que la petite île en question soit autonome en matière d'énergie, produise sa propre énergie. Vous dites non, ça va me gâcher le paysage, donc vous formez une association. Cette association a mille et un moyens juridiques pour se battre, faire traîner les choses, peu importe, etc. Donc là, on est dans le cadre d'une défense d'un intérêt particulier. Mais vous avez aussi des intérêts plus collectifs de l'autre côté, j'allais dire du côté face, et qui permettent au fond de redonner un sens à la cité. Et là, vous avez une kyrielle d'associations. Regardez ce qui se passe à Calais ou même à Paris, qui s'occupent des migrants, de les nourrir, de leur donner un minimum. Ce ne sont pas les pouvoirs publics, ce sont les associations. Regardons ce qui se passe à la frontière polonaise aujourd'hui, d'ailleurs. C'est la même chose. Les troupes polonaises repoussent les migrants, et puis vous avez en deuxième rideau, en quelque sorte, une kyrielle d'associations citoyennes qui sont là, qui essayent d'aider, d'apporter de l'aide aux enfants, ainsi de suite. Et donc, en France, il y a une forme d'engagement presque généralisé où les citoyens se retrouvent dans des associations, donc avec des buts qui peuvent être des buts particuliers, mais aussi qui peuvent être aussi des choses d'intérêt collectif. Donc, ce qu'il faut voir, c'est cela. Il ne faut pas négliger cela et considérer que la citoyenneté serait totalement absente des préoccupations de nos concitoyens. Voilà, alors donc avant de terminer, je dirais que tout n'est pas négatif dans la situation actuelle. Il y a toujours des raisons de s'engager, il y a toujours une aspiration de la jeunesse à s'engager, peut-être à s'engager plus individuellement, plus personnellement que collectivement, mais enfin la notion d'engagement reste. Et le sujet majeur qui mobilise aujourd'hui et qui suscite le plus d'engagement, c'est le sort de la planète, c'est l'environnement, c'est l'écologie. L'IFOP, Frédéric Dabi, qui est directeur général de l'IFOP, appelle cela la génération Paul Valéry. Paul Valéry, nous savons aujourd'hui nous savons désormais que nous vivons dans un monde fini. Eh bien, on sait qu'on vit dans un monde fini, mais on va lutter contre ce qui nous apparaît aujourd'hui décrit comme inexorable, et les citoyens eux-mêmes sont capables, c'est la croyance dominante aujourd'hui, d'agir efficacement. C'est-à-dire que, au fond, aujourd'hui, pour toute une partie de la population, le citoyen incarne lui seul l'idée d'efficacité, de pragmatisme, d'action concrète. C'est-à-dire tout ce que l'on refuse aujourd'hui aux politiques, on se tourne vers le citoyen pour penser qu'on va pouvoir l'obtenir. C'est au fond le retour du citoyen qui agit dans la quotidienneté, mais qui est bien là. Donc voilà, je pense que on terminerai sur cette perspective, cette note un peu plus positive. Merci. Merci à Jean-Marie Colombani. Démarrer par un rappel historique est à la fois angoissant et rassurant, car rappeler ce qu'a pu être au cœur du 19e siècle, le passage d'un monde agraire à un monde industriel et des violences que cela a supposé, c'est à la fois nous dire que nous vivons une vraie révolution, mais nous montrer que l'histoire peut avoir un sens. Donc, nous sommes troublés par ce rappel et en même temps, il nous encourage à agir. Et à cet égard, tout ce que vous venez de nous dire sur le délitement des modes traditionnels,
d'expression citoyenne. Le chiffre que vous avez employé en ce qui concerne le vote des jeunes est absolument effarant. Et donc, vous l'avez compensé par ce rappel de notre capacité collective à nous mobiliser dans le tissu associatif, parfois pour protéger un intérêt particulier, mais le plus souvent pour défendre le bien commun. Certes, encore faut-il que l'on trouve la manière de transformer cette capacité à participer à un exercice démocratique. Et ça ne me semble pas si facile. En tout cas, on a beaucoup apprécié le fait de démarrer notre travail par ce regard. Et je vous rassure tout de suite, Jean-Marie Colombani, le mot expert était plutôt bienvenu. Vous avez livré beaucoup plus qu'un témoignage, vous avez livré une analyse, un regard critique, et nous en avons besoin. Je souhaiterais maintenant que nous... Alors, je voudrais aussi vous dire autre chose, c'est que si le chiffre que je vois apparaître en haut de mon écran est le bon, nous sommes 97, et comme je sais traditionnellement que autour d'un écran, il y a 1,2, 1,3 personnes, c'est-à-dire une partie importante d'entre vous nous regarde à 2 ou 3, on doit être en gros 120 à débattre. Et je pense que c'est important que dans la masse de toutes les personnes qui se sont inscrites à notre session, nous soyons 120 à débattre de la citoyenneté. Ça a du sens et on pourra en rendre témoignage, c'est-à-dire que notre synthèse sera une synthèse portée par un nombre significatif de citoyens français. Alors, nous allons maintenant entendre le témoignage de Paul Colrat. Paul est un proche de Foucault Giuliani, que vous avez entendu hier, et je suis sûr que l'approche de Foucault, en démarrage de la session hier après-midi, vous a troublé. Paul, lui aussi professeur de philo, intervient depuis le Liban, où avec sa famille, il est pour une année, pour faire vivre ce lien culturel, ce lien majeur entre la France et le Liban. Et je salue ce choix professionnel difficile et absolument nécessaire quand on connaît les troubles, et le mot est faible, du Proche-Orient. Savoir qu'un Français accepte d'aller vivre un an au Liban pour enseigner me semble important. Paul a créé à Lyon le Café Simone, café culturel et festif au cœur de Lyon, près de la gare de Lyon-Perrache, espace de travail et de débat, espace ouvert à tous. Et j'ai demandé à Paul de nous dire son regard sur les modes classiques d'expression citoyenne. Est-ce qu'il peut nous aider à comprendre pourquoi les jeunes dont vient de nous parler Jean-Marie Colombani ne votent plus, en grande majorité? S'agit-il d'un simple oubli? S'agit-il d'un choix politique? Pourquoi une partie de la jeunesse ignore ce mode classique d'expression citoyenne? Et puis, je lui ai demandé de nous aider à mieux comprendre d'autres modes d'exercice de la citoyenneté. Nous écoutons Paul Colrat, enregistré depuis le Liban. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui participent aux semaines sociales et merci pour votre invitation. Je remercie tout particulièrement Philippe Segretin et Béatrice Wettstein pour leur invitation et Marie Leduc pour la partie technique. Donc moi, on m'a demandé de vous parler aujourd'hui de la question de l'abstention en politique parce qu'évidemment la citoyenneté est assez marquée par ce phénomène. Je voudrais commencer par mettre un peu en perspective l'abstention à partir d'une notion qu'on développe un peu dans le livre La communion qui vient, qu'on a appelé la surpolitisation. En fait, il y a quelque chose d'assez bizarre, c'est que certes, d'un côté, il y a une abstention dans les urnes, au sens où il y a énormément de gens qui ne votent pas, mais en même temps, le phénomène assez massif de nos existences, c'est qu'elles sont surpolitisées dans un sens précis, c'est que nos gestes sont pris, sont captés par des rapports de pouvoir qui ont
des dimensions nationales et parfois internationales et donc géopolitiques. Si bien que on peut dire qu'il n'y a pas en fait d'un côté l'individu et de l'autre côté le pouvoir, mais l'individu lui-même est comme façonné par certains rapports de pouvoir qui le constituent. Et donc ça veut dire que la notion d'abstention pourrait laisser croire que on pourrait se situer à l'extérieur du pouvoir, et en réalité la surpolitisation signifie que nous sommes pris dans le pouvoir. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour essayer d'argumenter cette thèse. Le premier, c'est que le métier qu'on exerce se situe dans des rapports de pouvoir. Que l'on soit épicier, si on est épicier, par exemple, on doit vendre certains produits et ne pas vendre d'autres produits. Qui détermine ce qui est vendable ou ce qui n'est pas vendable? C'est d'une part la loi. Par exemple, on ne peut pas vendre de la drogue, ou du moins n'importe quelle drogue. Et de l'autre côté, ce sont des accords de commerce qui sont passés entre États. Donc, si par exemple vous êtes autre métier, ouvrier dans une entreprise comme Naval Group et que vous produisez des sous-marins, votre métier, ce que vous allez produire, la quantité de ce que vous allez produire, le salaire que vous allez obtenir va être déterminé par des accords géopolitiques entre la France et l'Australie, et même par l'intervention d'autres pays tiers qui vont, en l'occurrence, empêcher la production de sous-marins. Deuxième exemple qui montre que nos gestes, nos vies même sont déterminés par des questions politiques, c'est la question tant débattue du vaccin contre la Covid-19. Donc évidemment, je ne vais pas du tout rentrer dans les débats sur le vaccin, mais juste noter que moi qui habite par exemple au Liban, nous n'avons pas accès au même vaccin qu'en France. À raison ou à tort, c'est pas du tout ma question. Quoi qu'il en soit, ici on a accès au vaccin, par exemple russe. Il me semble que ça n'est pas le cas en France. Et ça tient aussi à des questions politiques qui évidemment s'appuient sur des considérations sanitaires. Enfin, je vous donne un dernier exemple, c'est que la simple manière de se déplacer dans la rue, de marcher dans la rue, peut être déterminée par des aspects par des aspects politiques. Je vous donne un exemple, c'est celui de mon fils qui jouait à escalader le portail en bas de l'immeuble de chez nous, ce qui ne me posait aucun problème puisque le portail n'était pas très élevé, et j'étais assez étonné de voir que tous les gens qui passaient dans la rue disaient mais il faut absolument que ton fils descende, c'est très dangereux s'il tombe, etc. Alors que dans la même situation en France, je pense que les gens auraient été assez indifférents. Et j'en parle au concierge de l'immeuble qui me dit qu'en fait, le problème, c'est qu'ici, si un enfant tombe et se casse la jambe, par exemple, eh bien, ça a des conséquences très, très lourdes, étant donné le niveau de sécurité sociale et donc le coût que provoquerait l'hospitalisation, même très éphémère de l'enfant. Et donc là, on voyait qu'en fait, le fait de pouvoir avoir accès à un service de santé à peu près décent nous permet de nous tenir d'une certaine façon dans l'espace public, et donc détermine nos gestes vraiment les plus simples, comme pouvoir escalader un petit portail quand on est enfant. Donc ça, c'est un peu disons, le premier décalage qu'il faut avoir par rapport à cette notion d'abstention, c'est qu'en fait, les gestes sont surpolitisés. Alors, en même temps, évidemment, il y a une abstention massive, mais je dirais qu'elle n'est pas seulement en fait dans les urnes, mais dans notre quotidien. Notre quotidien, en même temps qu'il est surpolitisé, se désintéresse de la question politique. L'abstention est le phénomène massif de notre vie quotidienne, dans le sens où la plupart du temps, nous ne nous occupons pas de politique, au sens où nous ne réfléchissons pas à pour qui voter, pour qui doit diriger le pays, ou
quelle politique serait plus juste. Certes, même quand nous participons à un événement politique, par exemple quand nous manifestons pour que certains impôts soient enlevés, pour que certaines lois soient abrogées, ou pour que un gouvernement soit remplacé par un autre, nous disons cette phrase assez étonnante, c'est que, par exemple, nous disons « nous sommes le peuple ». Mais en réalité, nous savons bien que ceux qui manifestent sont toujours, par rapport à l'ensemble de la population, relativement minoritaires. Donc, le phénomène assez, disons, courant dans notre existence, c'est que nous ne nous intéressons pas à la politique. La multitude ne s'intéresse pas, la plupart du temps, à la politique. Alors, du coup, ça pose la question suivante. Imaginons un régime dans lequel la participation au vote serait de 100%. La question qui se pose, c'est de savoir en quoi est-ce que ça serait bien une participation politique. En quoi, autrement dit, la participation dans un régime représentatif serait bien une participation. Et là, il me semble qu'on voit une limite du système politique représentatif. Une limite qui ne le condamne pas, mais qui permet peut-être de penser à un certain dépassement. La limite, c'est la suivante, c'est qu'en réalité, le régime représentatif implique l'abstention. Dans quel sens? Dans le sens où lorsque nous votons dans un régime représentatif, nous votons pour un représentant qui va donc exercer les tâches politiques à notre place. Et donc, il nous permet de ne plus nous occuper de politique, si ce n'est pour le contrôler s'il y a des procédures de contrôle. Et donc, nous sommes convoqués, lorsque nous sommes appelés à un vote, nous sommes convoqués au bord de la scène politique pour en choisir les acteurs. Et donc, c'est-à-dire pour remettre notre propre rôle d'acteur à d'autres. Ce qui est extrêmement confortable, puisque du coup, nous n'avons pas à nous lancer en permanence dans une arène qui aurait à déterminer ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. La seule arène, c'est celle des repas en famille, par exemple. Donc, dès lors, si on admet que l'abstention, en fait, c'est la base du régime représentatif, ce qui est assez étrange, c'est que il y ait des gens qui veuillent participer à ce régime et qui veuillent même de manière plus générale participer à la question politique. En effet, le fait que le système représentatif implique notre abstention n'empêche pas qu'on se jette dans certains événements politiques, ceux qui surgissent, par exemple les gilets jaunes, par exemple des manifestations à Beyrouth contre tel ou tel gouvernement ou régime politique. Et donc, qu'est-ce qui explique que, en dépit du fait que le régime global soit de l'ordre de l'abstention, néanmoins, on s'implique? L'hypothèse que je propose, et je terminerai par là, c'est que si on regarde la grammaire politique, le type de geste politique qui s'effectue dans l'époque, on peut dire que ces gestes prennent acte de la surpolitisation et s'efforcent de la repousser. Certes, nous sommes pris dans des rapports de pouvoir, mais nous pouvons les repousser, nous pouvons éprouver l'écart entre nos corps et le pouvoir qui les tient. Et à ce titre, on peut proposer cette analyse des Gilets jaunes, c'est qu'ils étaient exemplairement le geste de manifester un certain dénuement politique, donc manifesté par leur gilet jaune, qui signifie la vulnérabilité, et en même temps une tentative pour se rendre présent directement à la question politique en marge de la représentation. Et donc ainsi, on voit que la lutte contre l'abstention politique passe à la fois par une critique du régime représentatif et par une prise de pouvoir direct des corps sur l'espace public. Et c'est ainsi que s'inventent des nouveaux gestes politiques qui sont les gestes politiques de l'époque. Merci pour votre écoute et à bientôt.
Merci à Paul Colera. En vous écoutant, Paul, je mesure le risque que nous prenons de cette liberté de parole donnée aux témoins. Et je suppose que nos débats en sous-groupe tout à l'heure vont témoigner du fait que vos affirmations fortes ne sont pas toujours faciles à entendre et qu'on peut tout à fait en débattre. Certes, quand vous osez des affirmations du type que le système politique représentatif est fondé sur le fait que l'abstention en fait partie, c'est une évidence, on le constate, mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'il apparaît aussi que cela peut apparaître comme une faiblesse. Entre le vote citoyen et le fait de s'installer au rond-point en portant son gilet jaune, j'ai compris ce que vous voulez dire. Il y a bien là deux attitudes qui manifestent le rôle essentiel du politique, sauf que l'une de ces attitudes permet de progresser, l'autre permet de constater une impossibilité à se parler, une impossibilité à dialoguer, et elle laisse en face de nous la grande question de face à de tels désaccords, comment fait-on pour avancer? Alors, je voudrais continuer maintenant en passant la parole à Philippe Deroux, qui, lui, va intervenir en direct. Philippe Deroux est le cofondateur et l'animateur d'une ONG nantaise, Eau et Vie, qui a mobilisé des financements internationaux importants pour permettre aux habitants de quartiers très difficiles, très défavorisés, à Lagos, au Nigeria, à Manille, aux Philippines, par exemple, de bénéficier de l'eau ou de l'assainissement. Et quand on sait la difficulté qu'on a parfois à obtenir des financements type Banque mondiale, le fait pour une ONG d'attirer cette attention et d'avoir ce rôle signifie la qualité de sa capacité à intervenir. Et puis alors, Philippe et son équipe se sont posé la question de cet accès au bien commun chez nous, dans nos propres quartiers difficiles, dans les copropriétés dégradées de la banlieue parisienne. L'accès au bien commun ne serait-il pas un préalable à la citoyenneté? Philippe, tu as la parole et je sais que tu voudras sans doute aussi nous dire quels sont les thèmes que tu as souhaité traiter à travers ton dernier ouvrage, La Révolution des Hobbits. Je te passe la parole. Bonjour et merci beaucoup de l'invitation. Merci Philippe et merci à tous. Effectivement, donc moi côtoyant un peu depuis des années par mon métier les populations des bidonvilles urbains, et alors que l'ambiance est un peu à la survie au jour le jour, eh ben, il est possible de mobiliser les personnes autour d'un bien commun à construire ensemble. Et je pense que c'est quand même vraiment une vraie bonne nouvelle aussi quand on parle de citoyenneté, que dans les environnements les plus difficiles, ben, c'est possible. En l'occurrence, l'accès aux services essentiels dans des environnements hyper complexes. L'eau à domicile, la collecte des déchets, l'assainissement, alors que c'était des endroits plutôt gérés par des mafias où l'État n'intervient pas, ne rentre pas dans ces zones-là. En fait, il existe des méthodes qu'on appelle de renforcement communautaire pour qu'à la fin, des personnes réunies au sein d'institutions bonnes, qui sont construites collectivement, représentant tout le monde, y compris évidemment les femmes, les minorités, puissent non seulement débattre, mais surtout décider dans la durée. Pour pouvoir déployer nos réseaux d'eau dans tout un bidonville ciblé, assécher les pratiques plus ou moins mafieuses, passer les tuyaux sur des parcelles qui sont revendiquées par plusieurs propriétaires, assainir la gouvernance, il faut que tout le monde soit dans le même bateau. Idem pour la lutte incendie ou les plans de secours qui sont sur des zones très vulnérables. Et voilà, si soit tout le monde se met, je dirais, dans le même bateau et on avance pour construire ces biens communs, soit ça ne sert à rien. Évidemment, s'il y a le feu sur un bout du bidonville et qu'il n'y a que la moitié du bidonville qui est équipé d'extincteurs ou formé, il y a tout qui brûle. C'est ça, oui. En fait, c'est juste pour vous dire que dans ces environnements complexes, mobiliser ces gens simples, ça fonctionne. Sans les idéaliser, ces gens simples, ces hobbits, pour ceux qui connaissent un peu Tolkien et le Seigneur des Anneaux, que j'évoque dans mon dernier essai, qui ne sont pas mus par l'esprit de domination, nous donnent de magnifiques leçons politiques et sont en quelque sorte nos maîtres.
Sur le terrain politique français, que l'on pense assis à la fécondité, par exemple, de l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat. Tous les gens qui ont participé sont sortis en disant « ça nous a changé ». Un peu plus loin de nous, les réalisations politiques d'un Pepe Mujica, par exemple, qui était ce que j'appelle moi un président hobbit de l'Uruguay. À la racine de tout cela, l'esprit démocratique, tout simplement, soit tout le contraire de la verticalité technocratique qui est un petit peu, selon moi, le fond de sauce idéologique des puissants, qui conduit à des insupportables arguments d'autorité dans les débats et aux impasses que l'on peut connaître aujourd'hui. Pour aller plus loin dans l'histoire, j'ai deux exemples que j'aime beaucoup et qui me semblent à la mesure des défis qu'on a aujourd'hui. Tout d'abord, en 80, l'histoire de Solidarność, lorsque les intellectuels anticommunistes polonais ont rejoint les simples ouvriers des chantiers navals de Gdansk en révolte contre le puissant Mordor de l'époque, ses influenceurs, ses armées. Ces savants et ces experts n'ont pas cherché à faire les malins, à prendre les premières places, mais bien à accompagner un mouvement politique derrière la bannière de Wałęsa et de ses compagnons des classes populaires. Et c'est aussi ce que Václav Havel, mon deuxième exemple, protagoniste de la Révolution de velours de 1989, appelle dans son livre éponyme « Le pouvoir des sans-pouvoirs ». Si je prends ces exemples, c'est que l'énergie à déployer aujourd'hui pour préserver le monde est, selon moi, du même ordre. Même s'il est plus difficile d'en prendre la mesure, même si les adversaires usent plus des armes de la digestion que de la violence brute. Selon moi, cela n'a rien de naïf et me semble une piste sérieuse pour proposer, par exemple, un débouché politique aux classes populaires désorientées dans une sorte de jonction ou de grande alliance, comme notre pays a pu en connaître dans d'autres moments historiques exceptionnels. La clé pour casser le clivage haut versus bas est de donner la première place à la simplicité, la conscience des limites et la nécessité de l'entraide et leur future incarnation politique. Ça marche dans les bidonvilles, cela peut marcher dans notre pays. Et c'est aussi l'antidote principal face à la démesure d'un monde en surchauffe et à ce que j'appelle l'aveuglante érection psychique des grands hommes quand ils en viennent à posséder l'anneau. Pour Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, que je cite dans mon essai, je vous enverrai le lien, seule la simplicité de vie et de cœur peut combattre efficacement toutes les démesures. Cela commence par l'exigence de lui donner la première place. Cela tombe bien car vivre à 12 milliards d'êtres humains l'exigera. Le problème, comment faire en sorte que ces gens y aillent? Les hobbits ne sont pas un peu ces grands squales dominants qui monopolisent souvent les premières places en politique. Ils valorisent plutôt les choses simples de la vie, les relations de proximité, la bonne bouffe entre amis, entre voisins. Ils n'ont pas généralement le désir de s'impliquer au niveau plus global, là où se situent aussi les résolutions de problèmes globaux. Pas une question de lâcheté, mais c'est aussi par retenue et aussi parce qu'ils ne sont pas mus par l'esprit de domination qui est un ressort fort de l'engagement politique, comme j'ai pu en prendre la mesure en étant moi-même engagé depuis quelques années. En m'appuyant sur cette légende, mon idée est de montrer que la saga continue, que l'épopée doit se poursuivre et que chacun peut y contribuer. Tolkien dit dans son livre « Le vaste monde vous entoure de tous côtés, vous pouvez vous enclore, mais vous ne pouvez éternellement le tenir en dehors de vos clôtures. » Et je pense que c'est assez prophétique. C'est aux hobbits, des temps modernes, aux gens simples, que s'adresse en premier lieu mon petit livre, avec pour objectif qu'ils se reconnaissent et se mobilisent. Deux exemples, d'un point de vue politique, français. J'ai zoomé là-dessus sur un travail qui est fait avec notre parti Refondation. D'abord, il faut que les citoyens ordinaires qui n'ont pas l'occasion, et là c'est une réponse à Paul Colrat, qui n'ont pas l'occasion d'être mis en position d'exercer le pouvoir, qu'ils soient mis en position de le faire, de l'éprouver. Et typiquement, les conventions citoyennes ont changé toutes les personnes qui ont participé et les gens sont sortis grandis de cela. Évidemment, la subsidiarité à tous les étages, évidemment, la continuité démocratique d'échelon en échelon, mais je donnerai, on pourra avoir des exemples plus précis, mais je vois que j'ai atteint mes 10 minutes et je vous remercie. Je vous mettrai dans le fil de la discussion un petit lien vers le livre et une petite vidéo sur mon ONG pour que vous puissiez aussi comprendre voilà, de quoi il s'agit.
et en lien avec le thème. Merci à vous. Alors, merci, merci Philippe. D'abord, merci d'avoir dit des choses fortes. Ce n'est pas indifférent d'entendre que pour toi, la Convention citoyenne sur le climat a été un succès et qu'elle a modifié ceux qui y ont participé. C'est important de le dire car la lecture, excusez-moi du mot un peu facile, technocratique de ces conventions citoyennes a fait qu'on a beaucoup entendu des critiques sur l'efficacité du système. Et je crois que ce que tu viens de nous dire est important. Tu viens de nous dire que ceux qui ont vécu cette prise de parole sur un sujet aussi complexe, ceux qui ont vécu cette capacité d'entendre avec le temps, d'entendre l'expert, en ont bénéficié et en gardent le souvenir d'un moment dans lequel ils ont été efficacement capables de s'exprimer. Donc, je crois que ce n'était pas inutile à ce stade de notre débat que tu nous le dises. Et puis, j'en viens sur ta phrase forte. Alors, n'étant pas un spécialiste de Tolkien, je ne sais pas si la comparaison avec les Hobbits est la bonne, mais rassure-toi, grâce à ce lien, je vais lire ton ouvrage. Mais le pouvoir des sans-pouvoirs. Nous sommes bien là au cœur de notre sujet. Le mot fraternité, tout d'un coup, reprend tout son sens. Sommes-nous capables d'écouter ceux qui n'ont pas de pouvoir? Alors, ton double rappel de ce qui s'est passé en Pologne, de ce qui s'est passé en Europe centrale, effectivement est important. Avec cette hésitation qu'ont eu, y compris Lech Walesa, à garder le pouvoir que les faits lui avaient donné. Donc, tu nous as un peu déstabilisés, c'est-à-dire que tu nous as clairement montré que la solution n'était peut-être pas de revenir à un idéal écrit d'avance. Je pense que ça aussi, on va en reparler dans nos ateliers. Alors, je voudrais maintenant passer la parole à Jeanne-Emmanuel Hutin, qui est à nos côtés. Jeanne-Emmanuel, vous êtes, comme Marie-Noël et moi, membre du Conseil des semaines sociales, donc il nous arrive de nous y croiser. Mais pour moi, homme de l'Ouest, votre nom, Hutin, évoque la passionnante aventure du journal Ouest France depuis la Libération. Vous avez dirigé Ouest France, vous avez dirigé son comité de rédaction, vous êtes toujours une éditorialiste lue avec attention. Il m'arrive assez souvent de faire le détour par Montparnasse pour aller chercher Ouest France. Et c'est important de voir que la parole posée dans la presse a un poids. Alors, pour nourrir la conscience citoyenne, les médias me semblent avoir un rôle clé. Et je voudrais finalement vous poser deux questions. La presse classique joue-t-elle, peut-elle toujours jouer ce rôle? Et a-t-elle gardé pour cela l'indépendance politique, financière, nécessaire pour garder ce rôle? Et puis l'autre question, pas facile, les médias digitaux, dont l'influence est citée le plus souvent de manière négative, que l'on accuse toujours d'être des diffuseurs d'informations non vérifiées, qui sont d'être, on les accuse d'être des outils opaques de toutes les influences commerciales ou politiques. Ces médias aussi, ceux-là aussi, doivent-ils être un élément de la renaissance de la conscience citoyenne? Jeanne-Emmanuel, je vous cède la parole. Merci beaucoup, cher Philippe. Merci de votre invitation. Merci, madame. Bonjour à vous tous. C'est une très vaste question que vous me posez en 10 minutes en faire le tour. C'est un peu
Mais peut-être qu'il faudrait aussi des livres et des livres et des livres et que même en une année, nous n'y parviendrions pas. Alors, je vais essayer de vous donner quelques éléments de réponse, plutôt des éléments de réflexion, car je crois que tout est à construire. En réfléchissant à notre intervention d'aujourd'hui, je suis tombée sur cette phrase. Il faut créer une nouvelle citoyenneté. À votre avis, de quand date cette phrase? Alors, je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps, mais elle date de 1985. Elle a été prononcée par qui? Par le Premier ministre d'alors, M. Pierre Mauroy. Comme quoi, la crise de la citoyenneté n'est pas nouvelle. Mais est-elle en crise, cette citoyenneté, ou par nature, est-elle sans cesse appelée à se renouveler et à se recomposer? Et la presse dans tout ça, en quoi peut-elle être utile à ceux qui ont à la fois des droits, liberté de penser, liberté de s'associer, mais aussi des devoirs de mettre en pratique les lois, de contribuer au bien commun? En fait, un citoyen, il a d'abord droit de cité, il participe à la vie de sa cité. Et comment le peut-il, s'il n'est pas informé de la vie de la cité, de ses attentes, de ses besoins, des risques qu'elle court, écrivait François-Régis Hutin, et il poursuivait, une cité digne de ce nom ne peut avoir qu'une presse digne, mais une presse digne de ce nom ne peut que contribuer à la construction d'une cité qui soit au service de ses membres et ne puisse les opprimer. Et pour cela, dans son esprit, la liberté de la presse permettait de faire fonctionner cette dialectique nécessaire entre personnes et communautés, entre citoyens et cités, entre les droits et les devoirs, entre la liberté et la responsabilité, entre la justice et la liberté. Alors, la presse a-t-elle gardé les moyens de son indépendance? Pour ce qui concerne Ouest France, il faut savoir qu'en 1990, sa gouvernance a été confiée à une association à but non lucratif, l'Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste. L'objectif était de mettre l'information que nous produisons à l'abri de toutes les pressions. Pression de l'argent, capitalistique tout d'abord, puisque à cette époque, une grande vague de concentration s'était emparée des médias français, et en transférant la propriété du journal à une association, il devenait par nature, il sortait du jeu des spéculations, il ne pouvait ni s'acheter ni se vendre. Mais ce rôle est le fruit d'une longue histoire. Pourquoi est-ce qu'on tient tant à notre indépendance? Parce que le journal et son histoire est né sur de profondes fractures de la société française. On va commencer en 1899, l'ancêtre de Ouest France, l'Ouest éclair, a été créé dans la foulée du ralliement des chrétiens à la République, promu par le pape d'alors. Et son objectif était de réconcilier la société, de rassembler les initiatives des gens en vue d'inscrire les valeurs de l'Évangile dans la société et de faire en sorte que toutes les personnes de bonne volonté puissent contribuer à la construction d'une société où les gens puissent vivre dignement avec tous les problèmes qui ont été évoqués, en particulier par M. Colombani tout à l'heure. La Seconde Guerre mondiale survint, l'Ouest éclair est interdit de paraître. Sur ses ruines est fondé un nouveau journal, Ouest France, fondé par Paul Hutin en 1945, qui renoue avec l'idéal de l'Ouest éclair et qui, là aussi, se trouve dans une société tout à fait divisée à la Libération. Comme vous le savez, les tensions étaient vives. Et là, il fallait associer tout le monde pour reconstruire la France, matériellement, mais aussi pour reconstruire la démocratie, et donc pour recréer cette écoute. Et donc la pensée qui est née, c'est cette volonté qui est intrinsèquement portée par notre titre, cette volonté d'associer les citoyens, d'accueillir leurs initiatives, de les écouter, de les représenter. Vous savez, souvent dans nos journaux, on a la photo de quelques personnes en local et on raconte ce qu'ils font. On les représente. Mais réfléchissons à ce mot « représenter ». Rendre à nouveau présent l'action des citoyens, leur espoir, leurs difficultés, en vue de les partager aux autres afin que chacun puisse se situer et agir.
on les rend à nouveau présents pour se connaître, se reconnaître et construire ensemble. Et donc, une information indépendante a pour but de s'adresser aux consciences des citoyens. Elle doit donc être libre des pressions des puissances d'argent, mais aussi des pressions politiques et également des groupes de pression. Alors, nos défis aujourd'hui, eh bien, j'en ai noté 4, ça va être un petit peu rapide. Mais ce que nous voyons, nous, sur le terrain et ce qui nous préoccupe, c'est qu'il nous faut recréer de l'écoute. On se rend compte que les gens ne s'écoutent plus. Et dans de très nombreuses locales, des tonnes d'initiatives sont prises pour rassembler des personnes qui ont des pensées très différentes sur des sujets, essayer de s'écouter et de réfléchir ensemble, qu'ils soient dans des organisations déjà structurées ou des organisations moins structurées. Tout cela est dans la ligne de ce que nous avons lancé. Nous avons lancé il y a quelques années, en 2017-2018, les Assises de la citoyenneté qui vous montrent que déjà cette volonté de revitaliser le lien citoyen est fort. Nous avons également beaucoup développé nos relations avec le lecteur en développant les courriers des lecteurs et également en développant le lien de solidarité entre nos lecteurs et des peuples ou des populations en souffrance à travers Ouest France Solidarité. Et on a parlé tout à l'heure d'OEVI, que je crois, avec lesquels nous avons été en contact pour soutenir certains projets. Donc, recréer de l'écoute, ça nous paraît très, très, très important. Car sans cette écoute, on ne peut qu'aller vers des radicalisations, on ne peut aller que vers des clichés, on ne peut aller que vers des divisions. Et là, on est très loin de construire ensemble notre avenir. Et nous savons que les défis sont très importants à relever. Deuxièmement, réguler les espaces du numérique. Car la question que vous m'avez posée tout à l'heure, à savoir est-ce que nous avons les moyens de notre indépendance économique, eh bien nous devons vous dire qu'aujourd'hui, en réalité, les nouveaux médias, les GAFAM, ont en quelque sorte capté les recettes publicitaires qu'ils exploitent nos données, et cela s'est traduit pour tous les titres, mais en particulier pour les titres de presse régionale, par une baisse de ressources très importante qui peut mettre en cause leur avenir. Il s'agit là donc de créer des règles pour que les contenus ne soient pas exploités à des fins commerciales, privant les journaux ou les médias qui ont une fin d'information, des recettes qui leur permettent de couvrir les frais de l'information. Car quand un lecteur paye son abonnement ou numérique ou papier ou les deux, vous vous doutez bien que c'est tout à fait inférieur au coût que nous consacrons pour vérifier l'information et la hiérarchiser. À titre d'exemple, Ouest France a une rédaction d'à peu près 600 journalistes et un réseau de 2000 correspondants qui, sur le terrain, vérifient les informations. Tout cela a un coût, bien évidemment. Et ce coût est financé par la publicité. Donc là, il nous faut rétablir des règles communes, ce qui est en train de se faire au niveau européen, en particulier avec la question des droits voisins qui commencent à être, des accords commencent à être signés pour que nous puissions avoir une sorte de rétrocession du profit fait à partir de nos contenus, mais beaucoup reste encore à faire parce que ces droits voisins doivent être à la hauteur non seulement de nos dépenses, mais aussi des profits qui sont faits par les GAFAM. Or, sur ces profits, nous n'avons pas de visibilité. Deuxième point, un élément qui dérange aussi le jeu de l'information, c'est que l'information est traitée aujourd'hui par des algorithmes. Or, l'algorithme est une sorte de boîte noire qui est établie par les GAFAM et qui est fait probablement en fonction de critères d'audience. Je vous donne un exemple dans un autre journal. Une consoeur de Libération me dit « Oh là là, on a fait un jour, on a eu une consultation absolument délirante sur notre site. On est allé voir ce que c'était comme information, quelle était l'information qui avait marché. » C'était une toute petite brève au fond de notre journal qui avait marché. Alors que ce jour-là, la rédaction avait fait un effort très, très important sur un grand sujet qui a été moins vu. En ce sens, les algorithmes, dans leur manière de fonctionner, opaques, nous donnent l'impression qu'ils promeuvent l'information en fonction des critères qui peuvent être ceux de l'audience, donc ceux du commerce. Cela nous pose un problème parce que ça perturbe la hiérarchisation de l'information et donc cela peut perturber la représentation des citoyens, que les citoyens se font de ce qui est important ou de ce qui ne l'est moins. Ça peut aussi
casser beaucoup notre crédibilité à terme. Et donc, il nous faut là aussi, il faut qu'il y ait des avancées pour que nous puissions travailler et que le travail journalistique proprement dit puisse apparaître et ne soit pas relégué. Là aussi, ça pointe une différence entre les GAFAM et nous. C'est que des journaux comme Ouest France, et je pense la plupart de nos confrères, notre but, c'est d'informer d'abord. Les GAFAM ont pour but le profit, et pour eux, l'information est un moyen d'acquérir des recettes publicitaires, d'une part, et d'autre part, de faire du business à travers les données personnelles ou pas, ainsi récoltées. Là, vous voyez bien qu'il y a une différence de nature. Et donc, il nous faut des règles au niveau européen, mais aussi au niveau français. On avance, c'est bien, mais on avance à mon sens pas assez vite. Et je crois qu'il serait tout à fait utile de penser, pour ces médias d'information, une sorte de caisse de solidarité qui permettrait aux médias qui ont pour but d'informer, de passer le temps de la soudure entre les deux modèles, le modèle ancien et le modèle nouveau. Je pense que ça devrait être fait au niveau européen, mais en tout cas au niveau français. Il ne s'agit pas de vivre au crochet des uns et des autres, mais de donner à chaque titre la possibilité d'avoir le temps de négocier avec les GAFAM dans les meilleures conditions pour que nous puissions partir sur les bases d'un modèle économique viable. Évidemment, ça n'aurait qu'un temps. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est que, vous l'avez dit, les réseaux sociaux et ces médias-là ont plein d'aspects positifs. Et là, je suis 1000 fois d'accord. Que saurait-on du combat des démocrates de Hong Kong? Que saurait-on du combat de l'opposition bélarusse? Que saurait-on de la jeune chinoise, de la jeune championne de tennis chinoise, si ces informations, si ces gens n'avaient pas pu s'organiser à travers ces réseaux sociaux? Peut-être rien. Tous ces gens-là seraient en train de pourrir dans les prisons des dictateurs et nous n'en saurions rien. Donc là, nous voyons bien qu'il y a un aspect positif. Pour nous, journal local, il y a aussi un deuxième aspect positif. C'est en quelque sorte une nouvelle rue. Une rue, c'est-à-dire un espace dans lequel on passe. Alors voyez-vous, il nous est arrivé quelque chose de très beau que nous avons relayé dans nos colonnes à Rennes. Quelque chose de très beau, mais de très triste aussi. Une jeune femme, une maman d'à peu près 30-35 ans, ayant 2 ou 3 enfants, se découvre un jour atteinte d'un cancer grave. Elle veut se soigner, bien évidemment, et puis elle découvre, sa famille découvre au fur et à mesure que la bonne technologie pour se soigner, finalement, elle est en Allemagne, puisqu'évidemment la France est en retard. Donc, elle n'a pas les moyens, ils n'ont pas les moyens d'aller en Allemagne pour se soigner. Ils lancent une collecte, et cette collecte marche. Elle peut se faire soigner en Allemagne. Sa vie ne sera pas sauvée, malheureusement, mais sa vie sera prolongée. Ça a duré peut-être 6 mois, 1 an, je n'ai pas exactement les dates en tête, mais à la rentrée, on a appris malheureusement que sa vie avait pris fin. Mais la cagnotte, elle a demandé que la cagnotte puisse servir pour tous les autres malades de la ville qui pourraient bénéficier aussi de ces technologies plus avancées. Ben voilà quelque chose de magnifique. Donc vous voyez, dans les réseaux sociaux, c'est un peu comme dans une rue, quelqu'un tombe dans la rue, ben, il y a quelqu'un qui se lève pour le relever. Mais vous avez aussi un fou comme aux États-Unis qui prend sa bagnole, qui fonce. Oui, c'est pour ça qu'il faut de la régulation, pour que le meilleur ressorte sans brimer la liberté de penser. Et tout cela m'amène à vous dire que tous ces gestes extrêmement spontanés que l'on voit, qui peuvent être le meilleur, mais qui peuvent être le pire. Je n'ai pas reparlé de la promotion de la violence par les réseaux sociaux de Daesh. Je n'ai pas parlé de la censure que nous avons vécue sur nos propres sites. Quand nous avons, il y a quelques années, mis les vidéos de 2 jeunes étudiantes iraniennes dansant sans voile, et que tout d'un coup, nos stats ont chuté sur Facebook parce que nous avions été dénoncés comme un contenu dangereux. Je ne vous ai pas parlé non plus de la propagande faite par des États à travers ces réseaux pour intoxiquer les opinions publiques. On l'a vu au Brexit, on va sans doute beaucoup le voir encore parce que pendant les élections présidentielles, de manière très habile, je vais vous donner un exemple. Et là, c'est intéressant parce que c'est le mouvement anti-vax. Je ne juge pas le fond, je n'étais pas là. Je veux vous parler du procédé. Le procédé que nous avons vu, c'est les manifestations anti-vax en France. 3 mois plus tard, ces manifestations anti-vax arrivent en Lituanie. Qu'est-ce qu'on voit? Les mêmes slogans qu'en Europe de l'Ouest, les mêmes vêtements à peu près, etc. Mimétisme, diriez-vous, puisque finalement, par les réseaux sociaux, on peut voir et on peut les imiter. Probablement.
Seulement ceux qui parlaient bien la langue du pays, ils ont écouté ce que les gens disaient. Et c'était une population russophone qui manifestait, ce n'était pas la population lituanophone. Y a-t-il une intervention de déstabilisation, pas, disons, qui cherche à mettre de l'huile sur le feu? Voilà. Je pense que c'est la convergence du mimétisme et d'une volonté de mettre de l'huile sur le feu partout où on peut affaiblir les démocraties. Donc on voit qu'il y a du bien, il y a du très bon, il y a du très mauvais et il y a des dangers. Ce danger, je crois, nous invite, et c'est le dernier défi, à revitaliser la démocratie représentative. Pourquoi? Parce que l'atomisation dans laquelle nous vivons, finalement, nous fait peut-être régresser vers une société de masse. Or, la masse, c'est le maximum de pression et le minimum d'adhésion. En plus, l'État, aujourd'hui, dispose des moyens d'entrer, de contact direct avec le citoyen. Il n'a plus non plus besoin de médiation. Et le pouvoir de l'État doit être limité par la participation des citoyens. Et donc, il nous faut veiller à ce que les institutions représentatives puissent jouer leur rôle pour éviter la massification qui nous entraînerait vers une perte de dynamisme et surtout vers peut-être une perte de liberté, et que nous puissions aller vers beaucoup plus d'associations. Mais quelle démocratie représentative? Et c'est peut-être à cela qu'il faut réfléchir aussi. Si, avec un système de pensée qui recherche l'efficacité, je ne suis pas contre l'efficacité, mais qui recherche une efficacité quantifiable, matérielle, rapide, on pense que finalement, tout ce qui est intermédiaire fait perdre du temps, et donc ça ne sert à rien. Eh bien, on instaure des systèmes, on utilise les formes de la démocratie représentative pour faire une forme de verticalité. On va créer un groupe de travail dans un quartier, mais en fait, ça va être pour faire passer la pilule qui a été faite et pas pour associer les gens. Donc, je crois que la démocratie représentative doit retrouver son âme et que les citoyens doivent s'y engager de manière à ce qu'elle redevienne ce qu'elle doit être, c'est-à-dire le lieu où s'associe l'énergie des citoyens. Et ça, c'est très important parce que nous sommes quand même dans une période où il y a un amenuisement des libertés, on s'habitue à avoir de moins en moins de libertés, et il faut donc que les citoyens puissent participer et aient la vision de leur engagement. Et donc, je crois qu'effectivement, la citoyenneté ne se réduit pas au moment du vote, c'est un état d'esprit, c'est une action constante qui exige de se tourner vers le bien commun, parce que si le citoyen abandonne le bien commun, eh bien, comment peut-il y avoir un chemin vers la démocratie? Comment peut-il y avoir un chemin vers la citoyenneté? Ce bien commun, il a été évoqué, solidarité, fraternité, action commune. Et je crois que si on arrive à revitaliser, à accueillir ces formes nouvelles de citoyenneté qui s'expriment, et si on arrive à remettre la démocratie représentative dans son esprit originel d'association et de co-construction, eh bien, je pense que la citoyenneté en sortira grandie. Et la démocratie également. Excusez-moi si j'ai été un peu long. Non, merci beaucoup, Jeanne-Emmanuelle. Votre témoignage était important car on sentait qu'il y avait tout votre vécu professionnel derrière. Et puis quand même, découvrir au début de votre intervention cette naissance à peu près à la même période du groupe Ouest, de ce qui est devenu le groupe Ouest France et des Semaines sociales, ce groupe de presse et cette association née à quelques années d'intervalle, toutes les deux, parce qu'un pape, Léon XIII, avait décrit les choses nouvelles, il me semble que cette convergence dans le temps est un point très important et je vous remercie de nous avoir permis de le signaler. Alors, si vous permettez bien, avant de passer à la description des ateliers qui vont nous permettre de travailler, je passe très rapidement la parole à Marie-Noëlle qui a relevé 2-3 mots de chaque intervenant et qui va peut-être les partager avec nous. Marie-Noëlle, on n'a pas beaucoup de temps, mais quand même, quelques mots. Oui, quelques mots. Donc, bon, j'ai été très intéressée par les différentes interventions
qui se sont succédés et qui sont finalement, je pense qu'ils vont donner une matière abondante à réflexion à notre atelier, aux membres de notre atelier, notamment M. Colva qui a dit que notre existence surpolitisée, que nos vies déterminées par la vie politique impliquaient l'abstention. Donc, disons que c'est quand même quelque chose sur quoi je pense il faut absolument réfléchir. Donc, intéressant ce point de vue. Philippe Deroux était vraiment très passionnant par ses exemples concrets pour nous montrer que la mobilisation des personnes autour d'un bien commun, la participation de tout le monde pour arriver véritablement donc au niveau individuel des citoyens qui se regroupent pour avoir une action, donc donner le pouvoir au sans-pouvoir, comme il a dit, retrouver la simplicité de l'entraide contre ce monde en surchauffe, et que le citoyen ordinaire soit mis en situation de participer, notamment dans les conventions citoyennes, mais organisées d'une autre façon qu'actuellement. Je pense que ça, c'est très, très intéressant et que ça mérite vraiment réflexion. Et enfin, Madame Jeanne-Emmanuelle Hutin nous a absolument confortés dans l'idée que peut-être une des possibilités serait de retrouver une démocratie représentative qui est bien mal en point au jour d'aujourd'hui, mais peut-être d'une autre nature, avec, disons, un rôle des médias qui évolue, notamment des négociations autour des GAFAM est utile pour modérer les choses et avoir une possibilité d'intervention sur les contenus. Et puis, ce qu'elle a dit très important aussi, je trouve, c'est retrouver l'écoute sans radicalisation et construire ensemble notre avenir. Et je crois que là, ce sont des éléments forts et que la presse a un rôle majeur, les réseaux sociaux revus et corrigés également. En tout cas, je crois que vous avez là pour réfléchir beaucoup d'éléments, plus tous ceux que le groupe va par lui-même trouver pour réfléchir sur une citoyenneté dont on pourrait rêver et que vos rêves vont être à partager avec tous et nous apporter énormément pour réfléchir. Et c'est ça qui est important, c'est de discuter, de réfléchir et de trouver de bonnes idées. Voilà, alors bon courage pour l'atelier et bon travail. Merci Marie-Noëlle d'avoir su isoler comme ça quelques mots dits par chacun. Au passage, je salue le fait que plusieurs d'entre nous sont réunis non pas par deux ou par trois, mais j'ai repéré que, par exemple, autour de notre amie Vienne, il y a, l'écran est un peu loin, mais il donne l'impression qu'il y a une dizaine de personnes. Donc, je salue cette initiative très intéressante que plusieurs d'entre vous se soient réunis en groupe physique, qui va vous permettre à la fois de travailler ensemble et de participer à la discussion collective. Alors, vous allez voir s'afficher dans quelques instants la méthode de travail. Je vous la décris. Donc, il s'agit dans un premier temps, une fois que nous serons répartis en sous-groupes, et là, ça va être fait automatiquement, de désigner l'animateur. Et plusieurs d'entre vous ont levé le doigt déjà hier ou avant-hier en me disant qu'ils étaient prêts à être animateurs. Il nous faut, je crois, 8 groupes, vu que nous sommes 104 écrans autour de la table, donc 104 écrans, donc probablement 120 personnes. Donc nous allons nous diviser en 8 groupes. Je vous demanderai dans un premier temps de vous présenter. Qui suis-je? Nom, prénom, lieu d'habitation, de manière à ce que, par définition, celui qui ne vous connaît pas, puisque à la seule exception de ceux qui sont physiquement en groupe, le reste est fait de manière aléatoire. Et puis, après ce premier groupe, après ce premier tour de table, qui suis-je? Nom, prénom, lieu d'habitation, activité professionnelle, lien avec les semaines sociales, quel est mon rêve aujourd'hui? Nous passerons au deuxième tour de table, quel est mon rêve par rapport à la thématique de l'atelier? Et puis, vous entrerez dans l'exercice un peu plus convenu, mais vous avez le droit de le critiquer,
de la présentation des phrases que nous vous avons proposées, de manière à nous dire si telle ou telle de ces phrases vous semble des phrases importantes que vous voudriez mettre en avant. Et à ce moment-là, grâce à l'outil Framapad, vous allez soit pouvoir proposer d'autres priorités, soit voter en donnant vos priorités. Voilà ce qui va vous amener en 3 temps, donc, à 12h20, où nous nous retrouvons en grand groupe. Et je cède maintenant le rôle important à notre animateur technique qui va nous répartir en petits groupes. À tout à l'heure. Super. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes bon. Ouais. Il arrive à appliquer les gens comme ça. Ouais, c'est le truc, hein, Ah non, on ne rien. Non, J'ai regardé où il y en avait le moins. non, mais il faut le faire, c'est bien. Il y en a qui sont pas. Non, ce que je voulais voir. Ça me paraît toujours miraculeux. Je sais pas. Elle n'est pas affectée. Alors, Alors oui, deux. voilà. Toujours des gens qui se connectent après. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, il faut arrêter l'enregistrement. Oui, là, il faut rejoindre. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? On a changé d'atelier. Vous êtes dans un atelier et qui, nous vient de nous couper notre atelier. Donc, Ben, nous aussi. Ben, nous aussi, parce que c'est. nous parce que c'est- revoilà. Bonjour Bernard. Voilà, parce que Il est 12h10. Je cherche pile, voilà, ça y est. Ils sont pas gentils, mais voilà, on n'avait pas fini tout à fait. Nous. Donc on ne sait pas où Moi, on je est. reconnais pas, mais il On faut reprendre la main. On était 10, on est 81 maintenant. Il faut reprendre la main, je Mais on pense. retourne à la salle principale, paraît-il. On est en grand Ah groupe ouais là, voilà, on est en grand groupe pour la fin de la période. Ouais, je pense qu'ils vont reprendre. Ben, il n'y en a plus beaucoup parce qu'on est 81. Bah, C'est non démocratique. Voilà, ça y est. Voilà, ça y est, voilà. Vous attendez. 81, toujours. Voilà. Donc, je regrette profondément que nous ayons interrompu certains débats, mais ce n'était pas si facile que ça de respecter les dynamiques des 8 différents sous-groupes. Donc, je conviens qu'il y en a certains pour qui ça tombait bien et d'autres pour qui nous avons probablement nui à la qualité de la discussion. Veuillez nous en excuser. Donc, nous sommes de nouveau pour quelques minutes en grand groupe et je tenais d'abord à remercier notre animateur technique parce que l'exercice est toujours un peu complexe et grâce à son sens technique et à son sens pédagogique, il me semble que les débats, en tout cas, Marie-Noël, lui et moi, vous nous avez remarqué de temps en temps, nous nous sommes permis d'entrer dans vos différentes salles et nous avons apprécié la sérénité de vos débats. Alors, je donne tout de suite la parole à Philippe sur l'explication et le lancement du sondage. Oui, on a pu lire aussi au fur et à mesure ce que vous écriviez dans le Framapad, donc il y a beaucoup de commentaires, vous pouvez encore l'alimenter, merci à tous.
Dans le front. On pourra l'exploiter a posteriori et essayer de faire une synthèse. Mais en attendant, la question qu'on va vous poser, c'est chacun d'entre vous, et cette fois-ci pas collectivement dans un sous-groupe, de voter sur les différentes propositions sur lesquelles vous avez débattu. Donc pour ça, vous allez voir apparaître un sondage et, qui reprend les 10 propositions et vous pourrez cocher autant de propositions que vous voudrez et on va vous laisser quelques minutes pour répondre à ces questions. Alors, les 10 propositions sont les mêmes que celles dont vous avez débattu, mais simplement pour la facilité de la lecture sur écran, il m'a été demandé de les réduire en 3 ou 4 mots. Donc, c'est moins subtil que les phrases un peu plus longues dont vous avez débattu, mais c'est les mêmes thèmes. Donc, on vous laisse quelques minutes pour répondre à ce sondage. Est-ce que tout le monde a bien accès au sondage? Oui. Oui. Parfait. Vous êtes une dizaine déjà à avoir répondu. On peut en choisir combien? Comme vous voulez, vous n'êtes pas limité. Si vous votez pour toutes, vous pouvez. Mais vous pouvez aussi décider que telle proposition vous semble, sinon farfelue, du moins non prioritaire. Donc, vous avez parfaitement le droit de ne pas retenir les 10. Voilà, vous pouvez en prendre 1, 2, 3, comme vous voulez, 10. Je pense que c'est important aussi de marquer la distance. La 10, c'est incomplète comme la 10. Oui, la 10 est incomplète, oui. Non, il faut que vous descendiez. Vous avez peut-être un ascenseur à droite. Les 10 s'affichent, mais peut-être qu'à votre écran, vous n'en voyez que 8. Non, mais ils ont tout à fait raison. Elle a été réduite. Effectivement, la 10, C'est bon. j'ai voulu dire Il suffit plus d'élargir. d'efficacité dans la solidarité. Je souhaitais à travers cette phrase que chaque candidat, que ce soit à l'élection présidentielle, mais aussi aux élections législatives, s'exprime et fasse une proposition, non pas globalement sur le thème de la solidarité, mais sur un outil spécifique qu'il choisirait pour la rendre plus efficace. Voilà ce que j'ai voulu dire dans cette phrase malencontreusement un peu raccourcie. On est à 42 votants. 53% de participation, c'est un peu comme les élections. Allez, voilà. On peut faire mieux. Allez, j'ai envoyé. Allez, hop. Je sens que l'animateur technique brûle de sortir de son rôle. On voit en haut. Il est entré dans le fond. 82, 83. Ouais, c'est bien, c'est bon. 85, 85. Il y a un opposant là. Contre quoi? Pourquoi là, cette fois, 88%. J'ai un milliard. 10%. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bonjour, excusez-moi. Vous m'entendez? Oui. Alors, Sylvette Loubet de Villepinte, on a animé un atelier en présentiel et on avait une trame. Et pour les résolutions, on nous a demandé de choisir 3 résolutions. Là, vous demandez de faire un choix multiple. Vous pouvez en choisir 3. Vous pouvez tout à fait mettre les 3 propositions qui vous semblent les plus importantes. Bon, alors je suis désolée, mais j'ai répondu un peu vite et j'ai mis les 5 propositions qui avaient été, qui remportaient le suffrage le plus important. Oui. Bon. C'est très bien. C'est très bien, vous entrez bien dans la dynamique de ce qu'on vous a demandé, c'est très bien. Bon, ok, merci. Et vous étiez combien dans votre groupe, par curiosité, parce qu'on vous a vu de loin, mais… Oui, on était 5. Ah, très bien. Voilà, et le débat était très intéressant. Et je pense que la formule qui permet à 5 personnes de se rencontrer et en même temps de participer au débat collectif est une très bonne formule. On a convenu hier soir avec Béatrice qu'on essaiera de la développer dans les rencontres suivantes. Ah oui, oui, très bien, merci. Où trouve-t-on l'onglet samedi, s'il vous plaît? L'onglet? Samedi.
Samedi. Oui. L'onglet samedi. Pour le site des semaines sociales, vous voulez dire? Non, j'ai un message actuel. J'ai un message actuellement qui s'affiche. Atelier quelle citoyenneté désirable. N'oubliez pas de nous envoyer votre rêve en remplissant. Ouais, c'est parce que vous avez cliqué sur le lien Google Forms. Ça, c'est après. On verra ça après. C'est quand vous nous quitterez que vous arriverez sur l'onglet samedi. Ah, donc je reste, j'attends. Pour l'instant, oui. On va mettre fin au sondage. Là, on est à 93% de participation. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Non. Non. Alors, je vous donne. Alors, excusez-moi, je vais vous donner. Vous ne le voyez pas. Alors, attendez, on va essayer de le partager, mais je vais déjà vous. Voilà, je vais vous lire les résultats. Si je le prends dans l'ordre de priorité, la proposition numéro 1, un lieu pour débattre dans chaque commune, requiert 62% d'avis favorables. Ensuite, la proposition des élus dans les écoles une fois par an, 55%. Chaque commune peut lancer sa convention citoyenne, 55%. Le service civique pour les jeunes, 55%. Plus d'efficacité dans les solidarités, en faire un thème obligatoire pour chaque candidat à une élection, 39%. Ensuite, ont reçu moins de votes les propositions suivantes. Un conseil économique et social par intercommunalité, 29%. 23%. En Europe, tout Européen résident est électeur, 29%. Droit de vote aux étrangers résidant aux référendums locaux, 35%. Et le droit de vote à 16 ans, c'est important parce que ça peut être un slogan qui pourrait apparaître sur le plan démagogique comme assez positif. Ce slogan, enfin, cette proposition n'obtient que 7% de vos votes. Et mettre la priorité à la santé dans le débat public reçoit 21%. Voilà ce que vous venez de dire et nous allons mettre fin au sondage. Voilà. Et une petite manip pour notre animateur technique. Il faut se reconnecter. Non, vous allez voir. C'est la manip technique du technicien. Voilà. Alors, on n'a pas le sondage. Avec le Google Form, maintenant. Oui, j'ai envoyé le lien tout à l'heure. Alors, un lien vous a été envoyé avec le Google Form. Alors, le Google Form est moins contraignant sur le plan pratique que le Framapad. Et donc, si vous souhaitez que tel ou tel sujet soit approfondi, si vous souhaitez faire une remarque qui n'est pas apparue dans le débat tel que nous l'avons monté, et plus encore, si vous aimeriez que les semaines sociales approfondissent, par exemple dans l'année à venir, à travers des conventions que nous pourrions monter, ou des débats que nous pourrions monter, tel ou tel point soulevé qui vous semble avoir été traité trop rapidement et sur lequel vous aimeriez que les semaines sociales s'investissent, c'est le moment de le mettre sur le lien Google Form. Il est dans la conversation, je viens de vous le renvoyer. Il n'est pas encore arrivé alors. Donc, vous avez l'habitude maintenant, vous allez sur discussion et vous allez voir le lien, vous cliquez sur le lien. Exactement. Voilà, et là, vous avez comme un mini-sondage, en fait, où vous pouvez exprimer votre rêve et faire comme Philippe vient de dire. D'accord. Voilà, parce que je conçois que des gens aussi indépendants que vous n'aiment pas beaucoup être contraints par des formules toutes écrites proposées par une association. Donc, on vous propose de renvoyer d'autres rêves, les vôtres, pas forcément ceux que l'on m'a demandé de rédiger pour vous en avance. Et donc, n'hésitez pas à remplir le Google Form et à dire quels seraient les rêves qu'il vous semble important de travailler, de mettre en œuvre et qui vous semblent avoir été omis dans notre discussion. Voilà. Et si vous avez un problème avec le Google Forms, ce qu'on disait tout à l'heure, quand vous allez quitter la session, vous allez revenir sur les sites des semaines sociales, sur la session de ce week-end et sur la page même du samedi. Vous serez directement sur la page du samedi et il y a aussi
le même questionnement qui vous est proposé à cet endroit-là. Bien, écoutez, il me semble qu'on arrive à la fin de notre longue et belle matinée. Marie-Noël, un mot peut-être? Non, je trouve qu'elle s'est très bien passée et j'espère qu'on va avoir des résultats très intéressants de tout ce que vous aurez pu discuter et c'est très bien que ce soit passé ainsi. Et puis, c'est vrai que tous les trois, nous avons eu le privilège de voir tous vos visages en passant d'un groupe à l'autre et c'est toujours sympathique de retrouver tant de personnes connues. Alors, pour ceux qui le peuvent et pour ceux qui le souhaitent, pour demain, bien sûr, vous êtes accueillis en ligne, mais si par hasard, tel ou tel d'entre vous qui ne l'avait pas prévu se ravisait et souhaitait demain se rendre à Versailles, c'est toujours possible. Si vous êtes inscrit à 100% en visio, vous pouvez pour autant aller demain matin à 8h30 au Palais des Congrès à Versailles et à l'entrée, on mettra à jour votre billet d'entrée. Donc, n'hésitez pas à venir. Le nombre de personnes inscrites pour être physiquement à Versailles est significativement réduit par rapport à la masse que nous sommes. Donc, sur le plan sanitaire, j'ai posé la question. Soyez rassurés, on sera vraiment tous les 3 sièges. Donc, je pense que ça sera traité correctement. Donc, je serai heureux de vous retrouver, soit à l'écran, soit demain à Versailles, et où je serai, puisque j'ai été chargé d'accueillir tel ou tel intervenant. Donc, ça me fera plaisir de vous retrouver pour ceux qui sont là. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir écouté, contribué, débattu. Après tout, le débat citoyen, encore faut-il qu'il commence quelque part, et vous l'avez fait. Bravo.